Salerne, 12e siècle après Jésus-Christ. Ou peut-être 11e siècle. Je sais, ce n'est pas très précis. En fait, on connaît très peu de choses sur moi. On me décrit tantôt comme une guérisseuse, tantôt comme une matrone ou encore une médecin. Certains historiens ont même longtemps affirmé que je n'avais jamais existé. Une femme qui aurait écrit un traité de gynécologie au Moyen-Âge, qui en plus est devenue une référence pendant des siècles, cela semble complètement invraisemblable. Et pourtant, on sait aujourd'hui que les femmes ont joué un rôle important dans le milieu de la médecine à Salerne à cette époque, s'intéressant notamment à l'étude des maladies féminines largement délaissées par les hommes. Et moi, je suis en quelque sorte leur représentante. Je suis Trotta de Salerne, et voici mon histoire. Vous écoutez Les Héroïnes de la médecine, le podcast d'Egora qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de la profession. Je suis probablement née au début du XIIe siècle, dans la région de Salerne, dans le sud de l'Italie. Tout porte à croire que je viens d'une famille noble ou bourgeoise. Certaines sources évoquent la famille de Ruggiero, l'une des plus influentes du pays. À cette époque, la ville de Salerne était connue pour sa prestigieuse école de médecine laïque, la première en Occident. Fondée vers le IXe siècle de notre ère, elle accueillait des étudiants venus de toute l'Europe, chrétiens, juifs, musulmans, et aussi bien des garçons que des filles. Et oui, plusieurs femmes ont étudié et pratiqué la médecine à Salerne au XIIe siècle. On les appelait les mulieres salernitane. Et moi aussi, je me suis sans doute retrouvée sur les bancs de cette Schola Medica Salernitana, à me plonger dans les textes classiques de Galien et Hippocrate. Des historiens affirment que j'ai été encouragée par mon mari, un certain Jean Plaetarius, lui-même médecin et enseignant dans cet établissement. À ce moment-là, les femmes étaient toujours sous la tutelle d'un homme. Elles ne pouvaient rien faire sans l'accord de leur père ou de leur époux. Je suis ensuite devenue guérisseuse. Si je soignais toutes sortes de maux, un peu comme une médecin généraliste, je me suis particulièrement intéressée à la gynécologie et à l'obstétrique. J'avais à cœur de réduire au maximum la souffrance des femmes en couches, n'en déplaise à l'Église. D'autant qu'à cette époque, la mortalité maternelle et infantile au cours de l'accouchement a explosé. Contrairement aux hommes, je connaissais parfaitement le corps des femmes. Je n'avais pas peur de l'examiner, de le toucher. Je prenais le temps d'écouter mes patientes, toujours avec bienveillance et sans jugement. Cette expertise, j'ai eu envie de la partager. C'est pour ça que j'ai décidé de compiler mes pratiques dans un traité rédigé en latin, De curis mulierum, ou en français, des femmes et de leur traitement. Cet écrit était assez révolutionnaire à l'époque, puisqu'il suivait une approche empirique et plus seulement théorique. J'y parlais notamment d'infertilité, de problèmes menstruels, de contraception, de régime à suivre pendant la grossesse ou de douleurs au sein. J'y ai même décrit une manière de recoudre les dames après l'accouchement. J'y évoquais aussi des remèdes à base d'herbes et d'épices par exemple. Ce texte est le premier du genre, écrit par une femme et pour les femmes. Il est devenu une référence en matière de gynécologie. Un grand nombre de médecins masculins s'en sont servis pour enrichir leur connaissance de la médecine féminine. Jusqu'au XVe siècle, il a été copié et recopié à de multiples reprises, traduit en une dizaine de langues, français, flamand, anglais, italien ou encore en hébreu. Les manuscrits, dont le nombre s'élève à plus d'une centaine, circulaient dans toute l'Europe, parfois avec mon nom, parfois de manière totalement anonyme. À la fin du XIIe siècle, De curis mulierum a été ajouté à 2 autres textes sur la médecine féminine, rédigés par d'autres auteurs, probablement masculins. L'ensemble a été appelé la Trotula. C'est sans doute pour cette raison que de nombreuses personnes pensent aujourd'hui que mon nom était Trotula. Puis le temps a passé et cet ensemble est arrivé dans les mains d'un éditeur de la Renaissance, un Allemand passionné de médecine du nom de Georg Kraut. En 1544,
il a réécrit certains passages de la Trotula, supprimé des éléments et imprimé le tout à Strasbourg. Pour le lecteur, il n'y avait plus aucun moyen de savoir s'il était en présence d'un ou plusieurs textes et d'un ou plusieurs auteurs. C'est ainsi que mon nom est progressivement tombé dans l'oubli. À la fin du XVIe siècle, on a commencé à dire qu'une femme n'aurait pas pu écrire ce traité. Certains l'ont attribué à des auteurs de l'Antiquité, comme Hérotian, un médecin grec, ou même Eros, un affranchi d'Auguste. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? À la Renaissance, les hommes étaient prêts à tout pour minimiser le rôle des femmes dans le milieu de la médecine. D'ailleurs, elles n'avaient plus vraiment le droit d'exercer à cette époque-là. Le seul moyen d'y parvenir, l'université, leur était interdit d'accès, et ce jusqu'à la fin du XIXe siècle. Un des effets pervers de la professionnalisation du métier de médecin. Au début du XXe siècle, on a de nouveau nié mon existence. Des historiens ont affirmé qu'un certain Trotus était à l'origine de ce fameux traité de gynécologie. Pour d'autres, ce texte serait en fait la somme des pratiques de plusieurs femmes guérisseuses de Salerne, et pas seulement les miennes. C'est peut-être vrai, peut-être que je ne suis qu'un arbre qui cache la forêt. En tout cas, aujourd'hui, mon existence ne fait plus aucun doute. L'historienne américaine Monica Green en a apporté la preuve. C'était Les Héroïnes de la médecine, un podcast de Justine Morel, produit par Egora, à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et YouTube. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à donner vos avis en commentaire et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute.